Salut les fans d'apiculture, j'espère que ça va. Et voilà, le live commence, il est 20h15. On devrait avoir les premières personnes qui devraient se connecter d'ici peu, je pense. Comment va se passer le live? Eh bien déjà, je vais répondre à une partie de vos questions. Alors, j'ai essayé de centraliser un petit peu les questions, de regrouper les questions communes, parce qu'il y a certaines questions qui revenaient assez régulièrement. Vous avez été plusieurs dizaines à me répondre au questionnaire, donc déjà c'est super. Merci à vous. Ça me permet déjà de répondre au live de ce soir à vos questions et aussi de voir un petit peu plus voilà, les problématiques que tout le monde a sur l'apiculture. Voilà, plus sur une apiculture, on va dire, naturelle. Pour les personnes qui sont déjà connectées, dites-moi dans les commentaires là en dessous si vous m'entendez correctement, si vous avez une image correcte. Voilà, mettez dans les commentaires que je puisse savoir si tout se passe bien. Voilà, au niveau internet, que vous avez un bon son aussi au niveau de la réception. Donc, je vais commencer à répondre aux questions que vous m'avez envoyées sur deux phases. Je vais déjà faire un groupe de questions. Ensuite, je répondrai à une partie des questions, enfin à certaines questions que vous pourrez me poser dans les commentaires juste en dessous. Et on reprendra ensuite quelques questions que j'ai reçues via les questionnaires pour terminer avec encore certaines questions que vous aurez peut-être à poser en fin de live. Voilà. Alors, première question que j'ai du coup sélectionnée sur toute la quantité de questions que vous m'avez envoyées. On m'a demandé comment je me suis lancé en apiculture. Alors, il y a eu deux étapes. De par mon travail, j'ai été appelé en fait pour la destruction d'un nid de guêpe qui en fait se trouvait être un nid d'abeilles. Donc, on a fait appel à un apiculteur, un apiculteur pour la récupération de cet essaim d'abeilles. Et étant là, j'en ai profité pour lui poser des questions, échanger avec lui. Et c'est comme ça qu'il m'a transmis, on va dire, le virus voilà, de l'apiculture. C'était vraiment très intéressant. Il y avait plein de questions, un gros apport de connaissances. Et il a tout simplement accepté de le partager avec moi. Voilà, on a discuté, on a échangé sur ça. Et, j'ai commencé à apprécier. Et ce qui m'a emmené en fait sur une autre intervention. Donc là, par contre, pour un vrai nid de guêpe. Et là, le propriétaire m'a demandé, j'ai une petite question, voilà, au fond du jardin, il me semble que j'ai une ruche, je voudrais savoir si, voilà, si c'est bien le cas et ce que l'on peut en faire. Et cette personne voulait s'en séparer parce que sa petite fille était allergique. Et ça tombait bien, je me lançais en apiculture et j'en ai profité pour récupérer cette ruche qui, je pense, au bout d'un certain temps, aurait dépéri et je pense serait morte en fait, voilà, de faute d'espace et faute d'entretien, de s'occuper d'elle avec le temps. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé sur l'apiculture. On a récupéré une ruche, on lui a fait passer l'hiver et voilà, la nouvelle saison était partie et on s'est lancé sur l'apiculture. Alors après, en se lançant en apiculture, c'est bien, mais vient un peu comme vous, toutes les questions que l'on se pose sur voilà, comment faire telle manip, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal, est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire, voilà, un flot de questions qu'on essaye de chercher et sur lesquelles on n'a pas forcément de réponse. Voilà, et donc c'est pour ça que au bout du compte, j'ai créé la Fabrique qui pique bien, pour répondre à toutes ces questions, partager avec le maximum d'entre vous ces connaissances. Et c'est ce qu'on fait ce soir avec les questions qui vont suivre. Alors, n'hésitez pas à mettre les petits pouces là pour me dire justement si vous entendez correctement le live de ce soir. Alors, j'ai Joël qui me dit salut des Pyrénées. Bah écoute, salut. J'espère que il fait pas trop froid encore là dans les Pyrénées. J'ai Lucas. Tu as commencé en quelle année? Ça fait 3 ans que je me suis lancé. Voilà. Julien, salut Julien. Voilà. Alors,
Voilà, j'espère, mettez en commentaire si vous entendez correctement le live, mettez, voilà, comme quoi vous avez une bonne réception. Ou si vous ne mettez pas de commentaire, mettez le petit pouce en dessous de la vidéo, comme ça, voilà, on sait que tout fonctionne correctement. Deuxième question, alors que l'on me demande assez régulièrement, comment faire pour débuter en apiculture? Eh ben, écoutez, déjà, il faut savoir, pour se lancer en apiculture, quel type d'apiculture vous souhaitez faire. Euh, voilà, parce qu'il y a autant d'apiculture que d'apiculteurs. Si vous l'avez peut-être remarqué, voilà, en discutant avec des apiculteurs, que ce soit amateurs ou professionnels, des fois sur des marchés, sur des forums d'associations. Voilà, il y a un grand nombre de ruches qui existent, il y a un grand nombre d'apicultures, voilà, aussi possible de faire. Donc, il faut choisir quel type d'apiculture est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire une apiculture plutôt naturelle, proche de la nature, proche des abeilles, voilà, leur laisser un peu le cycle de vie, ou est-ce que vous souhaitez plutôt être un peu plus dans la production, dans l'observation, c'est-à-dire voilà, ouvrir régulièrement les ruches pour voir les cadres, voilà, toutes ces choses-là en fait. Donc déjà, il faut savoir qu'est-ce que vous voulez faire comme apiculture. Ensuite, eh bien, tout simplement, c'est de se former. Il faut se former. Pourquoi? Parce que c'est bien d'avoir une ruche. On peut voir dans un grand nombre de catalogues de professionnels de l'apiculture, on vous vend tout le matériel, les essaims. Mais c'est bien d'acheter le matériel, c'est bien d'acheter les essaims, mais si vous ne vous formez pas à l'apiculture, au bout du compte, vous allez arriver à un stade où vous ne saurez pas quoi faire ni comment le faire. Et là va être la problématique de se dire, OK, bon, j'ai la ruche, j'ai les abeilles, mais est-ce que ce que je fais, c'est bien ou pas? Et c'est là la problématique, c'est de savoir si au bout du compte, ce qu'on fait est bien ou pas, et si dans le temps, eh bien, ça va continuer ou pas. Donc, c'est de se former. Et la deuxième chose, enfin, la troisième chose, pardon, c'est de se lancer. Parce que c'est pareil, vous allez pouvoir faire différentes formations, voilà, faire des sensibilisations. Vous allez pouvoir croiser des gens dans plusieurs formations ou plusieurs sensibilisations. Et au bout du compte, au bout de 2, 3 ou 4 ans, eh bien, ils n'auront toujours pas de ruche, ils seront toujours en formation, en quête de questions, d'interrogations, en train de se demander, oui, alors est-ce que si je fais ça, c'est bien, ou est-ce que je fais ça, c'est pas bien? Alors, il y a la partie théorie, il y a la partie pratique aussi. Mais il faut se lancer, il faut, comme tout, il faut se lancer, il faut essayer, tester. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a autant d'apiculteurs, enfin plutôt il y a autant d'apiculture que d'apiculteurs. Donc voilà, on va vous enseigner quelque chose de telle manière, vous allez discuter avec un autre apiculteur, il pourra vous dire ah non, évite de faire cette chose-là, moi je la fais plutôt comme ça. Après, voilà, il y a aussi à prendre en compte le fait de certaines régions, l'altitude, le type d'apiculture, on en revient encore, quel type d'apiculture vous avez choisi. Voilà, donc c'est de se lancer. Alors, j'espère que vous entendez tout correctement. Alors, les petits commentaires. OK. Donc là, pour le moment, tout est bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore à les mettre dans la barre juste en dessous. D'ici 5-6 questions, je vais pouvoir prendre une question à la volée que vous pourrez poser en direct. Donc, n'hésitez pas, hein, je regarde en même temps le fil d'actualité, n'hésitez pas à poser la question, que je puisse y répondre. Troisième question que l'on m'a posée, comment faire pour débuter alors que je n'ai pas de budget, je n'ai pas de lieu et pas de matériel? La personne souhaite faire de la varée en petite quantité. Donc, de la varée en petite quantité, je pense que la personne souhaite faire entre 1 et 4 ruches varées. Voilà, pour moi, la petite quantité, voilà, on reste entre 1 et 4 ruches varées. Alors, comment faire pour débuter quand on n'a pas de budget, pas de lieu et pas de matériel? On est tous passés par là et on n'est pas obligé d'avoir un budget important pour se lancer dans l'apiculture.
Les différents magazines de professionnels vous font croire que avec la masse de matériel qu'il y a à disposition, il faut tout avoir, tout acheter. C'est faux. Moi, je débute en apiculture. Lorsque j'ai débuté pardon, en apiculture, j'ai démarré avec 300 euros. 300 euros avec voilà, le matériel de base, c'est-à-dire vareuse, lève-cadre, enfumoir, du petit matériel avec 300 euros. Après, tout dépend aussi si vous êtes bricoleur ou pas. Si vous êtes bricoleur, bah, vous pourrez facilement fabriquer vos ruches. Après, si vous êtes sur une ruche varée, par contre, c'est le modèle, j'ai envie de dire, le plus simple pour les fabriquer vous-même. Il n'y a pas besoin d'être un grand bricoleur pour pouvoir justement faire de la ruche varée. Donc, si vous souhaitez en plus vous lancer en varée, sans avoir un gros budget, c'est l'idéal. Ensuite, pas de lieu. Alors, on n'est pas forcément obligé d'avoir un jardin pour se lancer en apiculture. Moi, mes ruches ne sont pas forcément dans un jardin. J'ai quelques ruches, comme vous pouvez le voir lorsque vous regardez les vidéos sur YouTube, qui sont en lisière de forêt. Euh, si on ne pose pas la question aux gens, on n'aura pas de réponse. Donc, si vous cherchez un lieu, peut-être à proximité de chez vous, allez voir les gens, arrêtez-vous, discutez avec eux et demandez-leur. Voilà, s'il y a certaines personnes qui ont des jardins voilà, voilà, assez conséquents, et ben, pourquoi pas leur mettre une petite lettre dans la boîte aux lettres, leur demandant voilà, je recherche à proximité de chez vous un terrain avec une belle superficie pour pouvoir installer une, deux ou trois ruches contre échange de miel, explication, voilà, différentes choses. Vous avez aussi les potagers participatifs ou les potagers communs sur lesquels vous pouvez aller vous renseigner. Voilà, c'est des gens qui sont assez friands de ces choses-là. Donc, déposer une ruche, on n'est pas forcément obligé d'avoir ni forcément le lieu, ni forcément une place énorme. Comme je disais dans une des vidéos que vous pouvez voir sur YouTube, il y a des personnes qui installent aussi des ruches, soit sur des toits de garage, dans des combles de toits aménagés. Voilà. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas vraiment de restrictions, on va dire, pour les abeilles au niveau de la place et du lieu. On n'a pas besoin d'un grand espace. Il faut être dans la démarche et dans l'optique de la recherche d'endroits pour pouvoir installer sa ruche. C'est ce qui est important. Et lorsqu'on n'a pas le matériel, eh bien, j'ai envie de dire tant mieux, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir énormément de matériel. Le principal, je vous dis, c'est vareuse, lève-cadre, fumoir. Ensuite, bah, bien évidemment, les ruches. Après, donc, si vous pouvez les fabriquer vous-même à partir de bois de Douglas ou de bois non traités, tant mieux, ça vous fera des économies. Après, si vous souhaitez acheter des modèles de ruches, surtout lorsque bah, la personne qui m'a posé la question me dit qu'elle veut très peu de ruches, entre une et trois ruches, à ce moment-là, pourquoi pas acheter une ou deux ruches, ce qui sera plus rapide et peut-être plus économique sur le long terme. Mais on n'a pas besoin d'acheter énormément de matériel pour se lancer en apiculture. Et pour la récolte, c'est pareil. Vous pouvez aller voir, j'ai fait une vidéo dessus aussi. La récolte, il suffit d'avoir un presse-patate, d'avoir soit une couscoussière ou comment dire, un faitout, et vous pouvez très bien écraser vos récoltes de cire dedans, laisser la nature se faire la gravité, le miel coule au fond, et ensuite récupérer le miel comme ça. Il n'y a pas besoin d'aller acheter des appareils, des machines à 1500 euros pour débuter en apiculture. Moi, je trouve ça. Enfin bon, voilà, certaines personnes souhaitent avoir le top du matériel qui vient de sortir. Très sincèrement, vous n'avez pas besoin de ça pour vous lancer en apiculture. Ensuite, continuons. Alors, une personne m'a demandé comment conduire sa ruche le plus naturellement possible lorsque l'on commence. Eh ben, j'ai envie de te dire, on en revient, comme je disais tout à l'heure, à la formation, eh bien, c'est connaître le cycle de vie de l'abeille. Avant de vouloir gérer une ruche dans sa globalité
ou un rucher, c'est-à-dire faire des manipulations à l'intérieur, parler de traitement, de choses comme ça, eh bien, c'est déjà de connaître en soi l'abeille, de connaître l'insecte, de connaître son mode de vie, voilà, ce qu'il mange, ce qu'il recherche, ses besoins, tout au long de la saison, parce que suivant la saison, il n'aura pas forcément besoin des mêmes choses. Donc, c'est vraiment connaître le différent cycle de vie de l'abeille, que ce soit printemps, été, automne, hiver. Voilà, c'est vraiment la connaître dans son ensemble, dans sa globalité. Ensuite, pour conduire sa ruche le plus naturellement possible, eh bien, c'est forcément de l'ouvrir le moins possible. Moins vous allez embêter votre ruche, moins vous allez embêter les abeilles, et bah, plus elles auront, entre guillemets, un cycle naturel. Parce que, voilà, on prend l'exemple d'un essaim sauvage. L'essaim sauvage, il va être soit dans une cavité, dans un tronc, dans une pierre, entre deux murs d'une maison. Voilà. Euh, Personne vient ouvrir, personne vient les embêter. Elles ont leur hydrométrie, elles ont leur température. Euh, Avec la propolis aussi, eh ben, elles évitent toutes les impuretés à l'intérieur de la ruche. Eh ben, c'est ce qui fait que les abeilles vivent leur vie naturellement sans qu'on les perturbe. À chaque fois que l'on ouvre une ruche pour soit faire une visite pour contrôler quelque chose en particulier ou juste voir un état, on va dire, global, à chaque fois, l'abeille perçoit ça comme une agression. D'accord? Parce que ben, la température à laquelle elles étaient il y a 10 secondes juste avant l'ouverture n'est plus le même. L'hydrométrie dans la ruche ne sera plus le même. Différents facteurs qui font que, eh bien, forcément, c'est quelque chose qui n'est pas naturel et ce qui peut provoquer après, voilà, différentes choses comme l'agressivité. Enfin bon, ça, on verra dans le reste des questions. Mais voilà, c'est de l'ouvrir le moins possible. Et ce qui implique d'utiliser le moins possible lors de vos visites l'enfumoir. Moi, lorsque je visite les ruches, je n'enfume pas l'entrée. Et pendant ma visite, si je dois ouvrir une ruche, eh bien, je n'enfume pas non plus la ruche, que ça soit par le dessus, par le dessous, sur les côtés. Voilà, j'ouvre, je regarde, et en cas de besoin, s'il y a une trop forte agressivité des abeilles pendant la visite, je peux utiliser l'enfumoir ou j'utilise l'enfumoir dans certains cas de figure, une division, ou voilà, certaines techniques qui m'obligent à utiliser l'enfumoir, mais sinon, pour toute visite, je n'enfume pas. J'enfume au minimum. L'enfumoir est une sécurité pour l'apiculteur. Pour moi, c'est une sécurité pour l'apiculteur. Ce n'est pas un moyen de visite, ce qui fait que, en cas de problème, on a l'enfumoir à proximité et on peut enfumer les abeilles. Voilà. Mais ce n'est pas en soi quelque chose qui est utile pour moi à la visite. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu les commentaires qui sont dans le fil. Alors, est-ce que tout le monde est là? Est-ce que vous entendez toujours bien? Mettez dans le commentaire, allez-y en dessous, hein, n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce que l'on a? Hop là. Alors, attention, hein, c'est le premier Facebook Live, donc on découvre aussi en même temps un petit peu ce qui se passe. Alors, j'ai les commentaires qui sont... Alors, qui sont là? 10. Ah, voilà. J'avais un petit problème de connexion, je pense, vu que je n'avais pas de commentaire. Salut Eric, ça va, merci, et toi? Euh, Lucas me dit la vidéo grésille de temps en temps. D'accord, donc on va essayer d'éviter les petits soucis de connexion. Pourtant, j'ai déconnecté le téléphone d'Internet. Salut Marc, bonjour les amis. Régou qui me dit très intéressant. Bah écoute, merci, hein, c'est fait pour ça. J'espère que je vais répondre voilà, à tes questions, à tes interrogations. Julien qui nous dit salut de l'Oise et vive l'apiculture. Bah ouais, c'est ça, Julien, merci.
Alexandre y participe. Salut Alex. Alors, je vais faire encore une question. Je vois qu'il y a certaines questions qui commencent à se faire au niveau des commentaires. Je vais faire encore une question de ce qui a été envoyé via le questionnaire et après, je prendrai une ou deux questions en direct sur le fil de commentaires juste à côté. Alors, question qui m'a été posée aussi, comment identifier son matériel, comment le choisir? Alors, choisir la matière bois ou plastique et comment augmenter son nombre de ruches gratuitement. Alors, comment choisir son matériel? Eh bien, c'est un choix, on va dire, personnel déjà. C'est si tu souhaites acheter des ruches en bois ou en plastique, le matériel avec, bah, voilà, avec ce que tu souhaites travailler. Il faut savoir que alors, les abeilles, de façon générale, dans la nature, vont pas aller se mettre non plus dans quelque chose en plastique, hein. Elles vont rester soit sur des troncs d'arbres morts vides, des cavités naturelles. Donc moi, je déconseillerais quand même l'utilisation de plastique. Après, suivant le nombre de ruches, je comprends que certaines personnes puissent passer sur le plastique bah, pour les manipulations, pour le bois, pour le poids, pardon. Mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que j'affecte particulièrement. Il faut savoir aussi que la différence entre le bois et le plastique va être aussi l'entretien, le nettoyage. Lorsqu'on va terminer la saison ou recommencer une nouvelle saison, lorsqu'on veut traiter ces éléments en bois, on peut facilement les passer à la flamme. On les décape à la flamme, voilà ce qui va, on va dire, nettoyer le bois, qui va enlever peut-être voilà, certaines bactéries, certaines maladies qui peuvent être dessus. Ce qui est relativement simple à la flamme, mais ce qui est plus compliqué lorsqu'on a des éléments en plastique, tels que des hausses, pour ceux qui sont sur des modèles d'Adam, parce qu'il va falloir soit les décaper au Karcher, les faire tremper dans de la javel diluée, plus après les remettre au Karcher pour bien les décaper. Donc c'est encore un investissement matériel, c'est une autre gestion aussi, parce que bah, lorsqu'on a une hausse d'Adam, bien évidemment, on n'en a pas qu'une, on en a plusieurs. Et lorsqu'on doit les laisser tremper voilà, une demi-heure, par exemple, dedans, il faut les bacs qui correspondent pour pouvoir faire tremper ces hausses. D'accord? Donc, c'est pour moi avoir des éléments en plastique, c'est une autre problématique, c'est une autre gestion du matériel que moi je ne choisis pas. Voilà, je préfère avoir des éléments de bois, rester sur de l'apiculture naturelle et qui est en plus beaucoup plus simple, voilà, d'entretien tout au long de la saison. Donc, moi, je te conseillerais de rester sur du naturel, sur du bois. Après, tu peux faire un écart si, par exemple, tu fais de la récupération d'essaims. Pourquoi pas avoir une ruche en polystyrène, ce qui est plus léger, par exemple, pour récupérer des essaims dans les arbres ou dans des lieux un petit peu compliqués d'accès. Mais après, les remettre dans des ruches en bois. La suite de la question était comment augmenter gratuitement son nombre de ruches. Alors pour ça, tu as deux possibilités. Soit tu fais de la capture d'essaims en début de saison, donc c'est-à-dire entre mi-avril et fin mai. Ça va être des essaimages issus de ruches. Soit tu fais des divisions de colonies. Pour ça, tu auras deux moments dans la saison pour faire une division. Donc, tu auras soit avant les essaimages de colonies, donc c'est-à-dire fin avril, début mai, tu fais un essaim artificiel, d'accord? Donc, tu récupères une partie de la colonie que tu remets dans une autre ruche, que ce soit avec des cadres ou avec un essaim nu, c'est-à-dire sans cadre, d'accord? Ou alors, tu peux faire cette division au mois de mi-juin, mi-juillet, ce qui va être un essaim tardif dans lequel tu devras intégrer une reine fécondée. Alors attention, je te dis bien d'intégrer une reine fécondée parce qu'à cette époque-là de l'année, c'est un petit peu plus compliqué
de trouver des mâles pour la fécondation de la reine, d'accord, puisqu'on arrive en fin de saison et les colonies d'abeilles chassent les mâles des ruches, donc ça devient un petit peu compliqué. Mais si tu mets une reine fécondée dedans, cette colonie pourra passer l'hiver, vu qu'elle pourra du coup commencer la ponte des abeilles d'hiver, et tu feras un bon démarrage en début de saison. Cette technique-là, c'est une technique qui est utilisée entre guillemets par des apiculteurs qui souhaitent avoir du rendement, qui souhaitent faire de la production de miel. Ça leur évite de perdre une saison complète parce que lorsque vous faites un essaim en début de saison, eh bien vos deux ruches ont peu de chances de produire du miel, sauf si vous avez des lieux de ruchers ou des abeilles vraiment très travailleuses. À ce moment-là, vous avez la possibilité d'avoir du miel pour certaines ruches, mais de façon générale, il ne faut pas y compter. Si vous faites des essais artificiels sur certaines ruches, voilà, c'est normalement pour la saison, vous devriez avoir quasiment pas de récolte de miel. Donc les professionnels, eux, font des essais artificiels avec introduction de reines fécondées, voilà, en fin de saison, pour faire passer l'hiver à la colonie et avoir dès le printemps des colonies qui commencent à pondre très fort et avec une augmentation de la colonie assez rapidement. Donc voilà pour la question. Alors, on va prendre une question dans le fil de questions sur le côté. Eric, tu me dis, tout à fait d'accord avec toi, vis-à-vis des revenus faibles, il y a toujours moyen d'avoir des abeilles. Ouais, et c'est vrai, exactement. T'es pas obligé d'aller acheter un essaim forcément à 150 € pour démarrer. Moi, actuellement, j'ai pas encore acheté d'essaim. Je vais voir, j'y réfléchis l'année prochaine, justement, pour faire une vidéo tuto pour l'introduction d'un essaim dans une ruche, d'un essaim acheté, pour les personnes qui seraient intéressées de connaître la technique. Mais c'est vrai que personnellement, voilà, pour le moment, je compte pas acheter voilà, d'essaim. Ensuite, tu me dis, ça dépend de la race d'abeilles. Les miennes sont des noirs et lorsque j'ouvre, c'est l'assaut. Il en sort des centaines. Oui, alors après, c'est pas parce que tu es en abeille noire non plus que forcément tu es agressé par tes abeilles. Après, c'est vrai qu'il y a certaines races d'abeilles, par exemple comme la Buckfast. Bon, moi, j'en ai pas, donc voilà. Mais c'est vrai qu'il paraît que c'est une espèce qui est quand même, une race qui est quand même plus douce que d'autres. Après, j'ai visité un endroit où ils font de l'élevage d'abeilles noires, de rennes et d'essaims, et les personnes travaillaient sans combinaison. Alors, je ne le conseille pas, bien évidemment, là, c'était des professionnels, mais ils faisaient de la production d'abeilles noires, de rennes et d'essaims, et on n'avait pas du tout cette sensation voilà, de se faire sauter dessus lorsqu'on ouvrait les ruches. C'était très calme. Après, voilà, c'est des abeilles qui sont sélectionnées, voilà, c'est des races pures. Donc, je pense aussi que lorsque l'on a des essaims issus d'essaimages, qui sont aussi donc issus de croisements avec eh bien, d'autres races d'abeilles, ça doit jouer sur l'agressivité peut-être de celle-ci. Donc à voir. Thomas Francino qui nous dit salut, merci pour les vidéos que tu fais. Bah écoute, c'est un plaisir, pas de souci. Salut Alexandre, salut Flavien. Joël, moi les noirs ne le sont pas automatiquement. Ouais, c'est ce que je te disais, c'est pas parce que forcément tu as de l'abeille noire que tu as forcément des abeilles agressives. Ok, donc on continue. Quel modèle de ruche tu conseilles pour commencer? Quel modèle de ruche pour commencer? Eh bien, j'ai envie de te dire, tout dépend, comme je te disais tout à l'heure, de l'apiculture que tu as envie de faire. Si tu as envie d'avoir une apiculture un peu plus naturelle, où tu laisses le cycle de l'abeille se faire automatiquement, sans être trop interventionniste dessus, moi, je te dirais de commencer soit sur de la ruche horizontale type Kenyan ou sur de la ruche varée.
Ensuite, si ton souhait, c'est de faire de la production de miel, de la production d'essaim, voilà, de changer de niveau, on va dire, de passer plus à un stade un peu plus professionnel, voilà. De façon générale, pour la gestion, c'est plus facile d'aller sur de la Langstroth ou d'aller sur de la ruche d'Adam. Après, c'est voilà, c'est les envies de chacun. C'est est-ce que tu as envie de faire une récolte naturelle sans forcément avoir besoin d'acheter une centrifugeuse. À ce moment-là, bah, oriente-toi sur de la varée ou sur de la horizontale. Ou est-ce que ben, voilà, tu as envie d'acheter du matériel parce que tu as envie d'avoir une miellerie, par exemple. Bah, à ce moment-là, oriente-toi peut-être plus sur de la Langstroth ou sur de la ruche d'Adam. Ça, voilà, c'est un choix personnel et c'est un choix, je pense, qu'il faut que tu fasses vraiment dans un état d'esprit de te dire, voilà, est-ce que si je reste sur quelque chose de naturel, je vais aller les voir de temps en temps. J'observe par une vitre à l'arrière de la ruche, sans forcément vouloir les déranger. Ou est-ce que tu souhaites voilà, ouvrir la ruche pour voir ce qui se passe à l'intérieur, pour euh, voilà, regarder parce que tu es curieux. À ce moment-là, bah, tu seras peut-être plus sur de la ruche d'Adam. Après, voilà, c'est des choix personnels, c'est des choix qu'il faut prendre. Donc, moi, après, personnellement, pour démarrer, je conseillerais quand même la varée, parce que ça demande quand même moins de matériel et c'est une gestion quand même plus simple. Mais pour se lancer là-dessus, je pense qu'il faut quand même bien connaître l'abeille et après avoir un autre stade aussi pour tout ce qui est gestion quand même des maladies et des problèmes, parce qu'il faut quand même être dans l'observation. D'accord? Donc, c'est pas parce qu'on est sur de la ruche naturelle ou au naturel qu'on peut faire n'importe quoi et tout se permettre. D'accord? Donc, voilà, voilà. Une question que l'on m'a posée, y a-t-il besoin d'un maturateur en ruche varée? Bah écoute, un maturateur, oui, moi je te conseille quand même d'avoir un maturateur. Alors après, est-ce que tu l'achètes ou est-ce que tu utilises ce que tu as à disposition chez toi, c'est-à-dire bah, peut-être de gros récipients. Après, c'est à toi de voir. Moi, je ne me suis pas privé voilà, cette année d'acheter un maturateur parce que ben, pour 30 euros voilà, dans des grands magasins d'animalerie, dont je ne donnerai pas le nom, mais après, voilà, tu peux aussi les avoir sur des livres d'apiculture professionnelle ou grand public. Tu peux acheter des maturateurs plastiques voilà, à partir de 30 euros. Moi, c'est ce que j'ai acheté. Donc, pourquoi s'en priver? Surtout qu'à la fin de la maturation de ton miel, tu as l'avantage d'avoir le petit bec qui sera situé en dessous du maturateur qui te permettra de faire la mise en pot. Ce qui est quand même un avantage et ça te simplifie le travail que d'avoir ça dans une casserole ou dans un récipient qui n'a pas d'ouverture au fond et pour lequel tu seras obligé de faire un micmac de à la louche transvasé, de faire des choses. Bon, c'est possible de le faire, voilà. Mais moi, je pense que pour 30 euros, tu peux acheter un petit maturateur pour commencer et te faciliter le travail pour mettre ton miel, pardon, dans les pots. Voilà. Ensuite, alors on a une question de Patrick qui est en Belgique qui me demande j'ai un problème avec ma ruche, elle est agressive dès mon approche, dès que je suis à 1,50 m. Elles viennent et elles me piquent directement. Elle est actuellement sur 6 cadres et j'attends le début du printemps pour voir si elle se développe et pouvoir la passer sur 10 cadres. Ainsi, peut-être pour pouvoir changer la reine, car comme on le sait, c'est la reine qui rend la colonie agressive. Dans mon secteur, la plupart des apiculteurs sont sur une race d'abeilles Buckfast. Que dois-je faire? Alors, bah, on en revient, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas forcément la race de l'abeille qui va te faire l'agressivité. Il faudrait, je pense, déjà dans un premier temps, voir ce que tu as autour de ton rucher, autour de ta ruche. Est-ce que tu as des choses qui peuvent perturber les abeilles?
Est-ce que tu as des éléments type antenne relais de téléphone portable? Est-ce que tu as une ligne haute tension à proximité? Est-ce que tu as voilà, des choses qui peuvent perturber les abeilles de façon générale? Euh, c'est déjà quelque chose que tu dois prendre en compte avant de te dire que c'est ta reine qui pose problème. En plus, bon, là je l'ai pas lu, mais sur le questionnaire que tu m'as renvoyé, tu disais aussi que la reine était une jeune reine de cette année. Donc normalement, si c'est une jeune reine, il y a une ponte correcte. Donc normalement, tu ne devrais pas avoir d'agressivité. Après, si tu compares de l'abeille noire avec de la buckfast ou avec certains apiculteurs peut-être professionnels ou semi-professionnels qui achètent des races d'abeilles vraiment très calmes qui, lorsque tu, par exemple, sors le cadre de ta ruche d'Adam, ne te pose pas de soucis, elles ne volent pas, elles restent sur le cadre. Voilà, c'est des choses que l'on voit régulièrement hein, lorsque l'on a des apiculteurs professionnels qui font soit des petites vidéos ou qui nous montrent voilà telle façon ou comme je te le disais juste avant lorsque j'ai été visiter un conservatoire de l'abeille noire voilà c'est de l'abeille noire et pourtant on pouvait sortir les cadres, j'ai posé ma main sans gants sur le cadre, il n'y a pas eu de souci, j'ai pas eu de piqûre, voilà, les abeilles ne volaient pas plus que ça, il n'y avait pas de problème. Donc, à voir si déjà tu n'as pas d'éléments qui puissent perturber les abeilles autour de ta ruche ou de ton rucher. Et à ce moment-là, moi, je te conseille, dans un premier temps, avant de vouloir supprimer ta reine et d'en réintroduire une nouvelle, c'est de eh bien, la déplacer. Essaye de la déplacer. Alors, si tu as vraiment quelque chose d'assez imposant, type ligne de tension ou antenne relais, tu ne pourras pas la déplacer de 10, 15, 20 cm toutes les semaines pour essayer de la déplacer dans ton jardin. À ce moment-là, essaye de voir pour installer tes ruches sur un autre rucher, sur un autre emplacement qui serait peut-être plus intéressant et plus propice voilà, aux abeilles et qui, je pense, peut les rendre moins agressives. Alors, est-ce que tout le monde entend correctement encore le live de ce soir? N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si tout se passe bien là au niveau du son, au niveau de l'image, que je puisse un petit peu savoir. N'hésitez pas aussi à poser des questions hein, sur le côté du live, que je puisse y répondre dans pas longtemps. Je pense dans 3-4 questions, je vais encore reprendre une ou deux questions s'il y a sur le côté. D'accord. Alors, est-ce que tout est bon? Ok. Bon, ça a l'air d'aller. Sinon, n'hésitez pas à mettre le petit pouce. Hein. Si tout va bien, que vous n'avez pas la possibilité d'écrire sur le côté, vous pouvez mettre un petit pouce en bas. Bon, excusez-moi, je vais boire un petit thé vert avec une petite cuillère de miel. Il paraît que c'est bon pour la gorge. Bon, je le fais parce que je le confirme. Hein, donc, j'ai l'habitude. Voilà. N'hésitez pas à poser les questions sur le côté, là. On va réactualiser un petit peu les commentaires. Alors, hop là. Pour certains, n'hésitez pas à mettre sur le commentaire sur quel type de ruche vous êtes. Si vous avez fait une bonne saison cette année aussi au niveau de la récolte, parce que dans certaines régions, apparemment, ça a été assez compliqué. Voir si vous êtes amateur ou pas, si vous avez plus une apiculture familiale, est-ce que vous êtes déjà lancé dans l'apiculture. N'hésitez pas à le mettre sur le côté. On va voir ça. Alors, on essaye de réactualiser un petit peu ça. Ok. Bon. Alors, hop là. Bon, pas de gros problèmes techniques, on va dire, sur le premier live de ce soir, mais un petit peu
un petit peu de soucis sur les questions, ça a du mal à arriver. Je vois les commentaires qui augmentent, mais pas la possibilité de les lire. Ok, bon, on va essayer de voir ça. On va continuer sur les questions. Je vais voir le temps que ça se réactualise. Et comme ça, je répondrai juste après aux questions qui auront peut-être été posées. Réception 5 sur 5, me dirait vous. Ok, parfait. Donc ça, c'est pas mal. En tout cas, moi, je vous remercie parce que vous avez été plusieurs dizaines à répondre au questionnaire que soit je vous avais envoyé si vous faites partie de mon mailing list, d'accord, de ma liste email. Voilà, ça fait plaisir. Vous vous intéressez, c'est vraiment sympa. Je pourrais, je pense, pas répondre à toutes les questions qui ont été posées, bien que, comme je vous disais en début de session, j'ai essayé de regrouper certaines questions voilà, sur comment commencer en apiculture avec très peu de budget. J'ai eu des questions aussi sur l'agressivité des ruches. Voilà, donc j'ai essayé de condenser un petit peu là pour tout le monde sur ça. Donc c'est pour ça. On, on va voir si on arrive à répondre à tout le monde, mais je pense que ça va être compliqué, hein. On va essayer d'être là encore une dizaine de minutes. On va voir ce qu'on peut faire. Ok. Donc on continue là sur les questions. Comment choisir sa reine selon la région où l'on se situe? Eh ben, j'ai envie de te dire, si tu débutes en apiculture et que tu ne sais pas quelle espèce d'abeille tu as à proximité de chez toi, rapproche-toi de d'autres apiculteurs pour essayer de travailler, si tu le peux et si tu le veux surtout, avec une espèce locale. L'espèce locale sera le mieux adaptée aux conditions météo, voilà, et aux essences naturelles qui seront tout autour de chez toi. Après, voilà, si tu souhaites vraiment travailler, comme je te le disais tout à l'heure, avec certaines abeilles, type Buckfast, voilà, qui sont plutôt douces, pas très agressives et qui te permettent de travailler tranquillement parce que tu as peut-être peur des piqûres, euh, c'est un choix, mais le mieux, c'est vraiment de travailler, je pense, avec de l'abeille locale. Ensuite, comment faire pour avoir des abeilles qui ne piquent pas? Ah, alors là, grande question, parce que c'est tout bonnement impossible, j'ai envie de te dire. Ne pas avoir des abeilles qui ne piquent pas, et ben, naturellement, c'est pas faisable. Tu as des choses à mettre en place peut-être pour éviter de te faire piquer, euh, comme choisir peut-être une race d'abeilles le moins agressive possible. Ou alors, après, c'est de travailler aussi en fonction de la météo et du calendrier des semis. Voilà, il y a des périodes sur lesquelles il faut éviter de visiter tes ruches. Si par exemple, tu arrives en fin de journée que toutes les butineuses sont rentrées à la ruche, bien évidemment, il faut que tu évites à ce moment-là d'aller faire une visite de ruche si tu ouvres ta ruche. D'accord? Pareil, suivant les conditions météo. S'il fait pas beau, que voilà, un orage se prépare ou que voilà, on a une masse nuageuse qui arrive, évite pareil d'aller déranger tes abeilles. D'accord? Donc, avoir des abeilles qui ne piquent pas, ce n'est pas possible. Par contre, tu peux faire en sorte d'éviter les piqûres en adoptant de bonnes méthodes de travail. D'accord? Donc, c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte. Donc, ne pas piquer, ce n'est pas possible, mais en tout cas, tu peux réduire les problèmes qui se posent lorsque tu visites tes ruches. D'accord? Ensuite, on a eu comment limiter la pression du frelon asiatique en automne. Alors, comment limiter la pression du frelon? Eh bien, il faut déjà commencer le piégeage au printemps. Plus tu réussiras à capturer de jeunes reines, des fondatrices au printemps, et moins tu auras peut-être de présence de nids de frelons asiatiques à proximité de tes ruches. Ensuite, il ne faut pas faire non plus uniquement une capture, un piégeage autour de ton rucher. Il faut que tu essayes d'impliquer un maximum de gens, un maximum de personnes
autour de ton rucher, autour de chez toi. Voilà. Donc après, c'est sûr, ça implique d'aller voir les gens, de discuter avec eux, de mettre des choses en place, d'accord? Mais voilà, il faut généraliser le piégeage pour faire réduire cette pression. Ensuite, tout au long de la saison, c'est d'essayer de repérer des nids, que ce soit primaires et ensuite secondaires, pour les identifier et faire effectuer la destruction de ces nids. Plus tu t'y prends tôt dans le repérage de nids de frelons asiatiques, et plus la destruction peut être rapide et tu n'auras pas l'apparition de nids secondaires, ces gros nids que l'on peut voir en photo ou en vidéo des fois avec des diamètres importants. Tu évites ce genre de nid et c'est dans ce genre de nid justement où tu as la plus grosse population et la plus forte population de frelons asiatiques, celle qui va vraiment te poser problème en automne. Après, on a une forte pression en automne aussi parce que comme les feuilles tombent et que la nourriture pour les frelons, donc c'est-à-dire les autres insectes se raréfient, eh bien, les frelons se rabattent forcément sur les ruches, puisque bah, pour eux, hein, c'est comme si c'était un centre commercial où tu pouvais faire tes courses, voilà, tout simplement. Donc, c'est un travail pas uniquement à l'automne, mais tout au long de la saison, dès le début de la saison. Ensuite, en automne, là, elles sont à la recherche de protéines, donc il faudra essayer peut-être de faire un système de piégeage. J'en parlais la dernière fois avec un autre apiculteur. Lui, il fait un piégeage de protéines dans des genres de boîtes, un peu comme des paniers de crabes, en fait, qui disposent un peu autour de son rucher. Et en fait, le frelon asiatique rentre à l'intérieur pour essayer de récupérer cette source de protéines, d'accord? Et le fait d'avoir un effet panier de crabe, eh ben, ça les empêche de ressortir. Donc lui, voilà, il fait la capture, ensuite il fait la destruction, il tue ces frelons asiatiques qui sont capturés. Mais il faut que tu saches qu'en automne, le frelon asiatique va rechercher de la protéine. C'est pour ça qu'il va aller capturer les abeilles. Alors qu'au printemps, ils vont être sur les reines fondatrices, elles vont être sur de la recherche de sucre. C'est pour ça que on préconise de faire la petite mixture avec le sirop de cassis, le vin blanc et la bière. C'est parce qu'à ce moment-là, elles recherchent justement du sucre. Donc, il ne faut pas prendre en compte uniquement le piégeage d'automne pour réduire sa pression, c'est tout au long de l'année. Mais si tu veux réduire ta pression en automne, voilà, fais des piégeages sur de la protéine, non pas sur du sucré. Ça ne sert à rien de vouloir faire du piégeage avec la petite mixture de printemps. Là, c'est protéines. Et ensuite, eh ben, c'est si tu es sur des ruches avec des grands modèles d'entrée, type voilà, d'Adam, c'est de réduire au maximum l'entrée pour que les gardiennes aient moins de surface à protéger au niveau de l'entrée. Voilà, et qu'elles aient un effet de groupe qui puisse, entre guillemets, impressionner le frelon asiatique. On voit ce système justement d'effet de groupe autour des entrées sur les personnes qui ont justement changé leur plancher et qui ont supprimé les planches d'envol et qui les ont remplacées par des sorties en fait toutes rondes avec un diamètre en bouchon de liège type bouchon de vin ou bouchon de champagne. Les abeilles, vu qu'elles n'ont plus de planche de vol, elles sortent, elles se mettent tout autour justement de cette sortie, enfin de ces sorties, parce que tu en as plusieurs bien évidemment. Et on remarque que le frelon, eh ben, c'est plus difficile pour lui de rentrer dans cette ruche parce que bah, lui, il est beaucoup plus gros, beaucoup plus imposant, et pour lui, c'est moins facile de se poser sur un diamètre rond avec les abeilles qui protègent tout autour. Alors que la planche d'envol, pour lui, c'est du pain béni. Et il arrive, il peut se poser, c'est tel une piste sur un aéroport, voilà. Il peut venir s'arrêter et commencer à mettre la tête dans la ruche pour rentrer, piller les cadres, récupérer les abeilles et repartir dans sa colonie. Donc voilà, je pense, il y a quelques pistes à chercher, à regarder. Donc bon, la problématique du frelon asiatique, hein, c'est pas quelque chose d'évident parce que ça évolue et puis voilà, c'est pas non plus quelque chose. C'est pas quelque chose d'arrêté, on va dire, c'est en évolution constante. Donc voilà, essaye déjà cette petite technique.
Et puis vois comment ça réagit en fonction aussi de la pression que tu as sur tes ruches. D'accord? Donc voilà. Autre question, comment étudier la flore dans mon secteur ou dans le pays où je suis situé? Bah écoute, tu as différentes possibilités pour ça, pour étudier la flore qui est à proximité soit de ton rucher voilà, ou de ta ruche, à proximité de chez toi. Déjà, moi je te conseille, avant d'implanter ton rucher, c'est déjà d'étudier les espèces florales qui seront autour de là où tu souhaites déposer tes ruches. Parce que c'est bien de vouloir installer des ruches, mais si dans une saison, elles ont uniquement à manger voilà, 2 semaines dans l'année, c'est quelque chose qui n'est pas très très intéressant. Pourquoi? Bah parce que elles vont mourir de faim. Toi, tu vas être obligé de les nourrir tout au long de la saison. Est-ce que c'est vraiment le but recherché? Est-ce que c'est faire de l'apiculture pour nourrir tes abeilles? Je ne pense pas. Donc, déjà, avant d'installer ton rocher, voilà, renseigne-toi sur les espèces florales. Après, comment faire pour te renseigner là-dessus? Eh bien, il y a des livres spécialisés justement sur les plantes mellifères que tu peux eh bien, soit acheter sur Internet ou aller voir dans la bibliothèque municipale. Alors, peut-être qu'ils en ont, je ne sais pas, à voir. Mais en tout cas, dans un premier temps, c'est de te renseigner sur les livres. Deuxième possibilité qui s'offre à toi pour tout ce qui va être espèces florales, ça va être aussi de voir avec des apiculteurs locaux, soit d'anciens apiculteurs voilà, qui peuvent te partager leurs connaissances, ou discuter avec des apiculteurs qui sont sur les secteurs et qui vont te dire, voilà, bah écoute, là, dans ce coin-là, c'est intéressant parce que tu peux mettre tes abeilles à telle période de l'année pour faire, je sais pas, par exemple, de l'acacia ou du colza ou de la lavande ou de la bruyère, d'accord? Euh, voilà, faut que tu échanges. Faut que tu échanges avec les apiculteurs. C'est une des possibilités. Ensuite, une des possibilités sur lesquelles on ne pense pas forcément, mais qui est aussi utile et que moi je pratique avant de vouloir installer des ruches dans un endroit, eh bien, c'est la saison d'avant. Je vais me balader régulièrement dans cet endroit-là et je vais voir tout au long de la saison s'il y a des pollinisateurs qui sont dans le secteur. Voilà, bah, les abeilles, les bourdons, certaines mouches pollinisatrices aussi, d'accord? J'y vais, je me balade à différents moments de la journée, différentes heures et à différentes périodes de l'année et je regarde, j'observe, je regarde sur les plantes si, eh bien, voilà, il y a une concentration importante peut-être d'abeilles, soit d'un rocher à proximité, ou d'abeilles peut-être sauvages ou des amis solitaires, d'accord? Voir si eh bien, on a aussi des bourdons qui sont là à récolter du pollen, ou s'il y a certaines mouches pollinisatrices, eh bien, tout simplement qui font le travail. Et si tu as déjà ces insectes sauvages qui sont présents sur le secteur, c'est-à-dire bah, que tu peux installer quelques ruches dans le coin parce qu'il y a de la source de nourriture. Alors après, il y a de la source de nourriture. Est-ce qu'il y en aura assez pour le nombre de ruches que tu veux mettre? Ça, c'est autre chose. Si tu veux en installer une ou deux, je pense que ça peut passer sans problème. Après, si tu souhaites en installer une dizaine, une quinzaine ou une trentaine, là, ça, c'est autre chose. Il faut prendre en considération aussi le nombre de ruches que tu souhaites installer par rapport à la quantité de nourriture disponible sur le secteur, d'accord? En sachant aussi qu'il faut que tu regardes si tu n'as pas des apiculteurs voisins qui, eux, ont aussi des ruches et qui ferait que vous auriez entre guillemets une concurrence entre les ruches pour la nourriture. Donc, c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte. D'accord? Donc, on va essayer de voir si on peut récupérer un petit peu les commentaires ou pas. Je vois que j'ai des commentaires qui se sont mis. On va essayer de voir si on peut faire une ou deux questions. Est-ce que vous êtes toujours là? Ah oui, je vois que vous êtes encore un petit nombre de connectés à quasiment 1 heure. On a quasiment fini les questions. J'aimerais bien essayer de récupérer les quelques questions qui sont là. Alors, est-ce que là, au niveau du son, c'est toujours bon? N'hésitez pas à mettre un petit pouce en dessous ou à laisser le commentaire si c'est toujours bon pour vous, si vous entendez toujours correctement le live. D'accord?
Alors, alors. Bon, on va devoir régler ça, je pense, pour le prochain live. Hein, le petit problème des commentaires que l'on n'arrive pas à voir, parce que le dernier commentaire remonte à Rebout, qui me dit: Je n'utilise que des hausses, pas de corps. Cela permet de toujours avoir une ruche 3 hausses sous la main lors de l'essaimage. Ouais, bah écoute, c'est une technique. Après, les hausses, ça veut dire que les hausses, si tu parles de hausses, c'est que tu es sur des dadans ou des langstroth, peut-être, à voir. Parce qu'après, en ruche varée, on parle d'éléments varés. Donc, est-ce que tu parles de la même chose ou pas? Je sais pas. À préciser, à voir. Ok. Bon, ok. Alors, bon, dernière question de tout ce que j'ai pu sélectionner tout à l'heure sur les différents questionnaires. Hein. J'ai pas pu non plus mettre toutes les questions, j'ai essayé d'en mettre au maximum. Voilà, donc on va voir. Ah, ça avance un petit peu là, c'est bon. Les questions ont pu arriver. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a Nathalie qui nous dit: Tu as donc des abeilles noires en varée. Exactement, j'ai de l'abeille noire en ruche varée. Regou qui dit: Chez moi, elles ont la rage, elles attaquent à plus de 30 mètres si on se met sur leur passage. Déjà, tu sais que lorsque tu approches des ruches, tu approches toujours par l'arrière, jamais par l'avant. Donc, mais bon, c'est vrai que ça m'est arrivé une fois d'être à 6 mètres, 6 mètres de la ruche et en plus sur le côté. Et j'ai été sur le passage d'une ouvrière sur le retour et je me suis fait piquer aussi. Donc c'est vrai que des fois, il vaut mieux éviter d'être sur le passage. Joël qui me dit: Peut-on transporter des colonies en cette saison 2 à 3 heures? Transporter des colonies en cette saison, écoute, moi, oui, je te dirais oui. 2 à 3 heures, écoute, si tu transportes de nuit et que la route n'est pas trop mauvaise pour éviter de faire détacher la grappe, j'ai envie de te dire oui. Pour le moment, tu peux encore déplacer suivant là où tu es situé. Hein. Si tu es situé voilà, dans les Alpes ou dans les Pyrénées et que tu commences déjà à avoir du 0 degré, évite de déplacer tes colonies parce que si tu fais détacher la grappe, voilà, même la nuit, tu vas exciter les colonies et si la température est très froide, là tu as un risque peut-être de mortalité, surtout de la reine, ce qui impliquerait que tu n'aurais plus de ponte pour la reprise du printemps et ta colonie serait morte. Donc, oui, tout dépend où tu es situé, si les conditions météo, surtout la température, le permettent, d'accord? Donc, à voir. Hervé, impeccable, ok, super. Regu, tu m'en mets réception image et son, 5 sur 5, super, parfait. Quality, Jane, nickel, super. Nathalie, tu me mets. Nathalie, voilà. On m'a dit que si je mets des abeilles Buckfast en varech, elles sont tellement productives qu'elles vont essaimer. Alors oui, alors la Buckfast, ouais, alors, moi j'en ai pas, j'ai discuté avec d'autres apiculteurs, d'accord, mais c'est vrai que la Buckfast, on appelle cette race d'abeilles de la viandarde, d'accord, c'est parce que la reine est très pondeuse et que elle fait voilà de fortes colonies. Euh, Après, si tu la mets en varech, tu peux essayer. La seule chose, je pense, c'est qu'il faut que tu sois un peu plus vigilante au niveau de la colonie, que tu fasses un petit peu plus attention, voilà, on va dire, à l'agrandissement par le bas de ta colonie. Euh, et puis, si c'est une colonie très forte, après, je ne sais pas où tu es situé, mais si c'est une colonie très forte, pourquoi pas essayer d'attraper une mielée de châtaignier, d'accord, ou d'acacia, en essayant de faire un ajout d'éléments par le dessus. Pour ça, bah, tu mets ce qu'on appelle un peu comme une échelle, d'accord, un pont. Tu mets, si tu as la possibilité, bien sûr, hein, de mettre dans ton élément varé comment dire, un carré de cire, d'accord, déjà construit en naturel que tu récupères sur un élément du dessous, ce qui va leur permettre de remonter le long de cet élément et de commencer la construction par le haut, d'accord? Ce qui va te faciliter, toi, ta récolte. Parce que tu peux très bien poser
ton élément varé au-dessus pour récupérer ta récolte, ta mielée, pardon, d'acacia ou de châtaignier. Mais lorsque tu vas ouvrir l'élément pour faire la récolte, tu vas construire par le bas pour pousser vers le haut. Donc là, tu vas être obligé de détruire complètement les cires par le bas. Et je ne te raconte pas la catastrophe que ça va être parce que bah, tu auras tout le miel qui va couler dans la ruche, ça va être englué. Enfin, c'est vraiment, c'est pas du travail très propre, d'accord? Donc, essaye de faire ça. Ou alors, ce que tu peux faire si tu veux essayer d'attraper cette mielée, tu surélèves légèrement en fait un côté de ton élément varé avec une petite cale, on va dire, de 7 ou 8 mm, d'accord? Et comme ça, les abeilles vont monter pour éviter justement de construire par le bas. Donc moi, c'est une technique que j'ai essayé cette année pour essayer d'attraper la mielée de châtaignier. J'ai mis un demi-élément, ça n'a pas fonctionné. Donc soit la mielée n'était pas assez forte, soit j'ai peut-être mis le demi-élément trop tard, d'accord. Par contre, c'est une technique qui m'a permis de récupérer énormément de propolis, ce qui est une technique aussi intéressante pour ça, même si à la base c'était pour le châtaignier. Donc, à voir. Si ça ne fonctionne pas, au moins tu auras la possibilité de récupérer de la propolis. Alors, une autre question. Joël qui me met, c'est ma première saison, j'ai deux ruches, j'ai deux ruchers. Alors, première saison, j'ai deux ruchers et 20 ruches, une avec des noirs, une avec des bugfast. Je compte diviser au printemps, 2 tiers et 1 tiers en production. Ok, d'accord. Bah, déjà, pour une première saison, tu as deux ruchers avec 20 ruches. C'est déjà pas mal. Si tu souhaites rester sur une apiculture un peu familiale amateur, que tu souhaites passer sur une apiculture professionnelle, parce que si tu continues à augmenter comme ça ton nombre de ruchers, ton nombre de ruches, ça peut vite devenir assez conséquent, hein. Le grand Mathieu qui met bonsoir, 3 ruches, une ruchette d'Adam, pas de récolte, multiplier le cheptel. Ok. Et Rigou qui me met en d'Adam. Ok. Eh bien, écoutez, même si vous êtes en ruche d'Adam, sachez que vous pouvez quand même faire une apiculture qui se rapproche du plus naturel possible. Voilà, moi j'ai de la varée, mais j'ai aussi une d'Adam. Et l'année prochaine, je compte faire des ruchettes pour essayer d'avoir quelques dadans de plus. Mais moi, je vais les emmener sur de la dadan, on va dire, au naturel. On va limiter le nombre de cires intégrées à l'intérieur des ruches. Voilà, donc de toute façon, continuez de suivre la fabrique qui pique, d'accord? Comme ça, eh ben, vous aurez les tutos, les retours d'expérience, voilà, des différents tests que je vais faire à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est cool. Je vois que vous avez, il y en a pas mal qui sont quand même passés à l'action, qui ont eu des ruches. Donc c'est bien. C'est cool. Ok. Alors, dernier commentaire. Alors là, on arrive sur 1 heure, ça va être la fin. Si vous avez des questions, ou si vous souhaitez faire un dernier partage, c'est le moment. On va terminer la session du live de ce soir. Salut Marine qui participe, j'espère que ça va bien. Coucou à toi. Jérôme qui me met grand merci pour ce que vous faites pour nous et pour les abeilles. Bah, écoute, au plaisir, c'est un plaisir pour moi aussi, écoute, hein, de partager parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile quand tu recherches certaines informations sur Internet ou tu essayes de voir avec certains apiculteurs. Pour certains, c'est un petit monde fermé où on garde ses connaissances pour soi et on n'essaye pas forcément de partager, d'accord? Et après, on vient se plaindre de certains problèmes. Donc bon, c'est un peu dommage. Donc on essaye au maximum de partager. Donc on va voir ça. Sebli qui participe. Salut à toi, Seb. J'espère que ça va aussi. Ok. Bon bah écoutez, je pense qu'on arrive à la fin du live. J'espère que, en tout cas, j'ai répondu à un maximum de questions que vous avez posées. N'hésitez pas à continuer à partager la fabrique, que ce soit les posts, les vidéos, à liker, mettre les commentaires sur les vidéos. La Belgique vous suit aussi. Dominique, super Dominique. Merci à la Belgique. Coucou à la Belgique, j'espère que ça va là-bas. Joël, j'ai eu de la chance que l'on me donne ces 2 ruchers. Je compte aller à 40
40 notamment grâce à tous les bons conseils. Bah écoute, merci, ça fait plaisir. J'espère que tu me tiendras au courant. N'hésite pas, hein, message privé, tu me dis. Peut-être qu'à ce moment-là, on verra, on pourra peut-être faire une interview sur ton rucher. En plus, si tu es en amateur, ça peut être sympa. Reboot qui me met, il y a des problèmes d'image, ça dure quelques secondes, puis ça passe. Ok, d'accord. Bah écoute, merci en tout cas pour l'info. Pour le prochain live, j'essaierai de régler le problème. Ça grésille chez moi, chez vous aussi. Ok, d'accord. Bon, quelques petits problèmes de grésillement, donc merci. Bonne soirée aussi. Ok, c'est cool. Bon, alors, en tout cas, moi, j'ai été ravi de faire ce live ce soir avec vous. Ravi de répondre à ces questions. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à partager le live, d'accord? Vous allez pouvoir le retrouver sur YouTube, Facebook. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous aurez, je pense, le questionnaire sous d'autres vidéos ou sur la page Facebook de la Fabrique qui pique. Vous aurez le questionnaire épinglé en haut de la page. Donc, n'hésitez pas à répondre si vous avez d'autres questions, d'autres interrogations. Je pense qu'à l'avenir, je referai d'autres lives. D'ailleurs, mettez-moi dans les commentaires, est-ce que ça vous intéresse que je refasse des petits lives comme ça de temps en temps? Peut-être, je ne sais pas, avoir tous les 2 mois ou en fonction des saisons, tous les mois, peut-être un live par mois à voir en fonction de la demande, des envies de chacun. Ok. Quant à moi, je vous dis, suivez bien la fabrique qui pique. Pour ce soir, vous n'aurez pas dans la description, mais il y a une formation que je vais vous offrir d'ici très peu de temps. Ça devrait arriver, je pense, d'ici une semaine, 15 jours, pour ceux soit qui débutent en apiculture ou ceux qui souhaitent peut-être savoir si, lorsqu'ils se sont lancés, est-ce que c'était avec les bons modèles de ruches. Ça va être un modèle de ruche un modèle de ruche, ça va être une formation offerte que je vais vous offrir pour savoir si, eh bien, les ruches sur lesquelles vous travaillez, sur lesquelles vous faites votre apiculture, vous correspond. Est-ce que c'est le bon modèle? Est-ce que c'est bien pour vous ou pas, tout simplement. Donc, ça va être une formation offerte. Donc, restez bien à l'écoute de la fabrique. Vous devriez aussi peut-être avoir le lien, même certainement, sous les vidéos YouTube et sous les descriptions de vidéos Facebook. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dessus et vous la recevrez directement. Il n'y a pas de souci. Merci pour ce direct. Merci, bonne soirée. Des questions sur l'élevage? Ok, pas de souci. Très intéressé par d'autres lives. Et ça pourrait être aussi cool. Ok, écoutez, pas de problème. Lucas, tu auras le questionnaire sur la fabrique, sur la page Facebook. Donc, n'hésite pas à la prochaine fois à me remettre une petite question, soit sur les essaims, soit sur l'élevage. J'essaierai d'y répondre. Voilà. Et puis, écoutez, je vous remercie pour ce live, cette super soirée que j'ai fait avec vous. Apparemment, ça vous a plu. Et écoutez, on va en refaire très prochainement. Je vous tiendrai au courant. Pour ceux qui ne sont pas encore sur la liste de mail de la Fabrique qui pique, n'hésitez pas à vous regarder soit sur la fabrique, soit sur les vidéos. Vous avez là pour le moment un e-book offert de 10 plantes mellifères que je vous envoie en automatique. Comme ça, vous ferez partie de la liste email. Et pour ceux qui l'ont déjà, restez attentifs. Je vous dis à la formation que je vais vous offrir. Elle sera offerte sous ce live et sous ce replay très prochainement. Donc voilà. Je vous dis à bientôt, je vous remercie pour la soirée et je vous souhaite une belle fin de saison apicole. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao les amis. Bonne soirée.